le projet d'accélération des usages de l'électricité, c'est vraiment un des enjeux majeurs pour le groupe EDF jusqu'en 2035. On a des ambitions qui sont extrêmement fortes parce qu'on est persuadé que c'est l'électrification qui va nous permettre d'accompagner le changement climatique, en tout cas de décarboner l'ensemble de l'économie pour qu'on retrouve une certaine sérénité climatique, et ce dans lequel nous ne sommes évidemment pas aujourd'hui. On a des ambitions extrêmement fortes de 150 TWh de consommation électrique supplémentaire. Si vous avez ces chiffres en tête, mais globalement, la consommation d'énergie en France en 2004, et la consommation d'électricité, c'était 149 TWh. Voilà. Donc, on va ajouter à ces 149 TWh d'électricité 150 TWh de nouveaux usages de l'électricité. Ambitieux, c'est 30% de la consommation nationale d'électricité. L'électricité en France est déjà très décarbonée, vous le savez très certainement, puisqu'elle est majoritairement d'origine nucléaire et hydraulique. Vous avez ici le petit schéma qui vous montre un peu la répartition des différentes origines de l'électricité en France. L'électricité carbonée, énergie fossile, est évidemment en disparition. Et on a la chance d'avoir un outil industriel assez formidable qui nous permet de produire beaucoup d'électricité. On le voit ici hein, par rapport aux autres pays, à nos voisins européens, nous permet de produire beaucoup d'électricité, une électricité extrêmement décarbonée. C'est pour cette raison d'ailleurs que EDF est aujourd'hui exportateur d'électricité. Hein, on a exporté 89 TWh en 2024. Donc, on a des atouts majeurs en France pour pouvoir accompagner cette politique d'électrification des usages, puisqu'on a la source d'énergie nécessaire pour atteindre nos ambitions. On a une électricité en France qui est aussi extrêmement compétitive. Je ne sais pas si vous regardez, mais sûrement vous regardez certains d'entre vous les prix de marché en ce moment, mais on a des prix spot de l'électricité qui sont extrêmement bas. Donc on a aussi une fenêtre de tir pour proposer des solutions économiquement extrêmement intéressantes pour nos clients et pour accompagner les solutions qu'on va proposer avec une énergie extrêmement compétitive. Donc, ce sont des bonnes fenêtres de tir pour cette politique d'électrification qu'on souhaite à la fois agile, massive, intelligente, avec des solutions techniques qu'on va un peu évoquer ensemble au cours de cette présentation, qui sont aujourd'hui des solutions techniques soit éprouvées totalement, donc on sait que ça fonctionne, etc., soit avec un aspect très innovant, mais avec nous, une R&D extrêmement puissante, on peut les accompagner pour pouvoir les mettre en œuvre. Alors, Mettons les watts, qui est le nom du projet Grand Centre, va, ainsi que le fait au niveau national le groupe, accompagner le bâtiment, l'industrie, le transport et le secteur public pour électrifier les usages de ces différentes activités qui sont pour la plupart extrêmement gourmandes en énergie carbonée. Et je pense évidemment au transport qui est un des axes majeurs. Alors, la particularité du GT Agriculture, c'est que c'est un GT qu'on a créé pour la région Grand Centre. Alors, Grand Centre est une région qui n'existe pas, mais c'est une région qui accompagne à la fois la région Centre-Val de Loire, et Limousin, voilà, qui font partie du périmètre de notre direction commerciale Grand Centre. Alors, pour le secteur de l'agriculture, l'agriculture a une consommation d'électricité, somme toute, qui n'est pas extrêmement intense en volume en tout cas, puisqu'on a 49 TWh. Mais c'est une consommation qui est fortement carbonée. En analysant les consommations d'énergie dans le secteur agricole, on a les 2 tiers qui sont aujourd'hui des énergies fossiles, avec des émissions de gaz à effet de serre importantes, hein, parce qu'on est presque à 20% du total des émissions, avec notamment les cultures agricoles et l'élevage l'élevage est un pôle extrêmement important d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on est, comme vous le voyez, entre 59 et 60% des émissions totales pour l'agriculture.
D'ici 2050, les objectifs affichés sont une baisse de 56% des émissions de gaz à effet de serre. L'électrification est évidemment un axe qui va pouvoir permettre de faire diminuer ces émissions de gaz à effet de serre. On le verra par quel biais. On a imaginé différentes choses. Le GT Agriculture, GT pour groupe de travail agriculture, il concentre au sein de la direction commerce de l'EF Grand Centre des experts en électrification, des forces commerciales, moi, bien sûr, puisque je fais partie de ce groupe de travail. On fait appel à notre R&D, on fait appel à nos filiales, voilà, qui sont notamment Dalkia, celle que peut-être vous connaissez déjà, pour pouvoir apporter des solutions pratiques et opérationnelles. Alors, les solutions qu'on a aujourd'hui dans notre scope et qu'on souhaite développer en partenariat évidemment avec le monde agricole, ce sont soit des solutions qui sont directement contributives à la décarbonation et à l'électrification, avec un volet sur l'électrification des matériels et des process. On travaille en ce moment même avec l'IRFEL, avec l'ADEME et avec une de nos filiales, un bureau d'études sur le chauffage des serres. Et un autre sujet dont on va s'emparer sur le refroidissement des chais dans la viticulture, qui sont aussi voilà, consommateurs d'énergie. Chauffage des serres, évidemment, je reviendrai dessus, puisqu'aujourd'hui, c'est en très grande majorité des énergies carbonées qui réchauffent les serres. La mobilité est un sujet sur lequel on se penche fortement. C'est un sujet qui a fait l'objet de débats au sein de notre groupe de travail. Au tout début, où on s'est emparé du sujet sur la mobilité électrique dans l'agriculture, on s'est dit peut-être que l'offre n'était pas vraiment mature et que la demande n'était pas vraiment existante. Ce sont des choses qui sont en train de changer énormément aujourd'hui. On va le voir sur le slide d'après. On a une offre qui est naissante et qui est enfin accompagnée par l'ADEME avec des CE2E. L'Agri 2, le deuxième point, c'est aussi de réfléchir à des contrats P1. P1, c'est notre jargon EDF, mais c'est des contrats de fourniture mieux adaptés à l'activité agricole. On l'avait déjà fait avec Estivia, qui est un contrat, mais qui est un contrat qui va s'arrêter. Donc, il faut qu'on imagine d'autres solutions avec vous. Et on veut accélérer aussi ce qu'on appelle les EDMT, c'est les contrats moyen terme. Donc, des contrats sur 3, 4, 5 ans de fourniture d'électricité auprès de nos clients. Je fais une incise, mais aujourd'hui, le prix de l'électricité est très bas. Les projections sont sur des prix maîtrisés. Il est temps, si vous avez des fenêtres de tir, pour re-signer des contrats de fourniture avec vos fournisseurs et évidemment avec nous, de prendre contact avec nous pour signer ces contrats. Mais aussi, on s'est intéressé à des axes de travail qui sont indirectement contributifs, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'électricité, l'électrification immédiate, c'est notamment l'agrivoltaïsme. Alors, l'agrivoltaïsme, j'y reviendrai, mais aujourd'hui, c'est quasi exclusivement sur l'élevage, ovin et bovin. Et les PV de toiture, mais autoconsommation uniquement, parce que vous l'avez certainement constaté, mais les prix de rachat d'électricité PV sont en baisse, les soutiens de l'État pour des raisons financières diminuent. Donc on est vraiment sur une logique de je produis pour consommer mon énergie. Et enfin, je fais un petit point sur Oclima. Oclima, c'est une de nos filiales, 100% filiale EDF, qui est une filiale qui accompagne les compensations carbone et revend en fait des crédits carbone à des entreprises qui sont obligées, qui ne peuvent pas, par le biais de transformation de leur process, atteindre leurs objectifs. Et j'ai dû mettre voilà, quelques slides ici. Oclima, donc aujourd'hui, c'est plus de 200 projets en France de décarbonation, avec de nombreuses typologies de projets, notamment des projets qui accompagnent le reboisement. Tous les reboisements suite à des incendies, suite à des, euh, des aléas climatiques, le reboisement de friches, etc., sont des projets que Oclima peut accompagner, c'est-à-dire qu'il va financer entre 80 et 100% du reboisement. Et avec les crédits carbone obtenus par ce reboisement, il va aller les revendre à des entreprises et des industriels qui en ont besoin pour compléter leur politique de décarbonation. Ces projets sont, en dehors de projets, majoritairement, ce sont des projets de reforestation, mais en dehors de ces projets-là, il y a aussi des projets sur la grande culture. J'ai tenu à vous les mettre ici, qui sont des projets de stockage de carbone
avec la réduction des intrants d'azote, avec l'introduction de légumineux dans la rotation, etc. Tous ces projets-là, si ce sont des projets naissants chez vous, sont des projets qui peuvent être accompagnés et financés en très grande partie par Oclima. Et également sur l'élevage ovin bovin, et notamment bovin, il y a aussi des spécificités de climat qui permettent d'améliorer en fait voilà, les rejets de CO2. On a vu que c'était un des points très forts de rejet de CO2 de l'agriculture, c'était l'élevage ovin bovin. Il y a aujourd'hui, en améliorant les modes de stockage et aussi en optimisant la nourriture, l'alimentation des troupeaux, des moyens de faire baisser l'empreinte carbone de l'élevage. Et au climat est là pour trouver des solutions et les financer. Donc, je tenais vraiment à parler de cette filiale voilà, qui met en place des outils modernes et performants pour décarboner. Alors, l'agriculture, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est un enjeu sociétal très fort. Et nous, on a voulu s'emparer du sujet à Commerce Grand Centre. Pourquoi? Parce que historiquement, la région Centre-Val de Loire, qu'on appelait avant le grenier de la France, est une région de grande culture extrêmement forte. Le Limousin, Charente-Maritime sont aussi des territoires historiques d'agriculture, soit le maraîchage, l'élevage, la sylviculture. Donc, naturellement, on avait déjà des contacts avec le monde agricole, contacts renforcés par notre adhésion à VG et puis, on s'est dit, voilà, si on a quelque chose à faire sur notre territoire, c'est bien d'accompagner l'agriculture sur l'électrification. Une agriculture qui est évidemment très impactée par les évolutions climatiques, des contraintes de marché du secteur agricole. Bon, l'actualité, évidemment, est riche d'informations, de débats forts hein, en ce moment sur ce sujet-là. L'agriculture, on en a bien conscience, elle a besoin plus que jamais à la fois de lisibilité sur ses revenus, prévisibilité sur ses charges. Donc, l'électrification du monde agricole est un moyen d'offrir cette lisibilité. Et enfin, je ferai un point sur l'agri PV, qui est un élément clé de notre activité aujourd'hui avec nos filiales EDF Power Solutions et Luxel. On a accompagné beaucoup de projets cette année, de projets d'agrivoltaïsme avec Luxel. On en fera encore, je pense, beaucoup cette année. Avec un recentrage, mais ça c'est lié au cadre réglementaire de cette activité d'agrivoltaïsme, un recentrage quasi exclusif sur l'élevage ovin et bovin. Alors, en réfléchissant évidemment avec notre R&D, nos filiales sur les différents axes d'électrification, on a notamment sur les serres, donc je le disais tout à l'heure, là je l'ai mis le chiffre pour le repréciser, 75 à 80% des surfaces sont chauffées par des énergies carbonées, par du gaz, d'autant plus que le gaz apporte aussi des intrants de CO2 sur les serres dont elles ont besoin. Aujourd'hui, on a des solutions qui sont immédiatement opérationnelles avec des pompes à chaleur et des chaudières électriques. Chaudière électrique pilotée avec une chaudière gaz plus chaudière électrique pilotée permet aussi de contribuer à la flexibilité du réseau. Je ne rentre pas dans les détails, mais si ces solutions vous intéressent, bien sûr, je suis à votre disposition pour vous les présenter de façon plus précise. Sur les serres, on souhaite utiliser, on est en train de créer un modèle avec l'IRFEL et le bureau d'études de thermofrigopompe. Le thermofrigopompe, c'est une pompe à chaleur qui fait du chaud et du froid, ce qui permet en même temps de faire différentes cultures dans les serres, de la fraise, du concombre, voilà, qui ont besoin parfois de froid, parfois de chaud, et couplé à de la géothermie, puisqu'on a la chance, en fait, sur le territoire de la région Centre-Val de Loire, d'avoir 46% du territoire immédiatement opérationnel pour faire de la géothermie en nappe ou peu profonde. Donc, ça permet vraiment de trouver des solutions qui permettent petit à petit de sortir de la contrainte énergie fossile et d'avoir des coûts de fonctionnement qui sont extrêmement compétitifs. La mobilité électrique, donc je vous le disais tout à l'heure,
c'est un point qu'on a failli écarter en fait de notre réflexion sur l'électrification du monde agricole. Mais pourtant, c'est un point extrêmement important parce que 50% de la dépense énergétique, c'est 50% de la dépense énergétique du secteur, hein, du fuel et du gasoil non routier. Donc, c'est aujourd'hui un axe de réflexion et très fort. Et les constructeurs, notamment John Deere, auprès duquel on s'est rapproché aujourd'hui, sortent maintenant des tracteurs de petite puissance et totalement électriques. On a aussi des acteurs de rétrofit. Le rétrofit, j'explique très rapidement, hein, c'est de prendre un tracteur diesel, d'enlever toute la partie thermique et de mettre dessus des batteries électriques. Aujourd'hui, on a Vensis, qui est aussi un partenaire qui propose ces solutions. Le souci qu'on avait sur ces solutions-là, c'est que c'était extrêmement cher. Un tracteur électrique à puissance équivalente était 80% plus cher qu'un tracteur thermique. Mais, et c'est très récent, hein, on a assisté à une conférence de l'ADEME en début de semaine, le programme e-Trans va permettre, grâce à des C2E spécifiques, de financer en partie la différence entre le coût d'un tracteur thermique et le coût d'un tracteur électrique, et ce jusqu'à 80% de la différence. Et ensuite, les 20% restants seront évidemment gagnés sur le coût de l'électricité, sur la maintenance. La maintenance d'un tracteur électrique est beaucoup moins chère que la maintenance d'un tracteur thermique. Et puis sur le confort de travail, voilà. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont aujourd'hui. On est persuadé aujourd'hui que la mobilité électrique dans l'agriculture, ça va devenir une réalité, ce qui n'était pas forcément gagné. Il y a un autre aspect de la mobilité, mais qu'on n'attaque pas aujourd'hui, mais qui est la mobilité sur les petits robots électriques, sur les enjambeurs pour la viticulture, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas encore pris en compte dans le programme e-Trans et dans le programme de C2E. Mais on espère bien faire suffisamment de pression, la pression nécessaire pour que ce programme e-Trans soit élargi à l'ensemble du potentiel électrique de la mobilité dans l'agriculture. Alors, nous, notre cible, c'est évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, éleveurs ovins bovins, les serristes, les viticulteurs. Alors, collectivité espace vert, ça sera pour autre chose. Les sylviculteurs pour le programme au climat. Mais on peut étudier l'ensemble des projets qui pourraient naître dans les exploitations. Ce qu'on veut, c'est évidemment décarboner l'activité, améliorer son image, c'est une vraie question, le problème de l'image. Quand je parlais d'agribashing tout à l'heure, c'est une réalité. Je pense que démontrer que l'agriculture, notamment via l'agrivoltaïsme, est un acteur majeur de la transition énergétique, démontrer qu'il y a des efforts qui sont faits dans les exploitations, qu'il y a des innovations qui sont faites, est un moyen, je pense, extrêmement efficace d'améliorer l'image et aussi évidemment d'optimiser les performances des exploitations. Donc on souhaite électrifier pour apporter de la performance et pour contribuer à la transition énergétique et à la maîtrise de CO2. Pour ça, EDF est accompagné par un ensemble de filiales. J'en ai mis, je ne les ai pas toutes mises, ce n'est pas exhaustif, mais c'est les principales qui nous accompagnent sur la décarbonation de l'agriculture. Dalkia, EDF Power Solutions, EDF Solutions Solaires, au climat, Easivia. Easivia, c'est notre filiale qui est spécialisée dans la mobilité électrique. Donc, on réfléchit à des solutions globales avec des infrastructures de charge, soit en bain champ, soit dans l'exploitation, soit partagées par différentes exploitations, pour pouvoir permettre de recharger les véhicules électriques. Voilà, j'en ai terminé. Je suis allé vite. Je suis évidemment à votre disposition pour échanger maintenant. Ce sont des solutions là, que je vous ai présentées, qui sont des solutions sur lesquelles on a très souvent immédiatement des solutions à apporter. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Et je me tais maintenant pour vous écouter. Du coup, merci François-Xavier pour ta présentation. T'en prie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, activer votre micro et poser la question. Je vous invite à le faire. Non, C'est on la a du première temps. Donc, question qui est toujours la plus voilà. dure. Oui, Gilles, allez-y.
pouvez activer votre micro, J'avais eu sinon le temps je de vais voir la vous... Oui, question. J'active mon micro. Alors, d'accord. Bon, bonjour, voilà. bonjour à tous. J'ai vu qu'il y Bonjour. avait éventuellement donc, des aides à l'implantation de couverts en culture, en grande culture. En quoi ça consisterait? Ah, c'est sur au climat, c'est ça? Au climat, oui, oui, oui. Oui, c'est ça, au climat. Alors, je n'ai pas le détail de l'offre. Ce que je me propose de faire, c'est que je vais prendre vos coordonnées et je vais vous donner, je vais vous renvoyer les explications sur ce qu'ils attendent D'accord. exactement. Parce que je ne vais pas vous répondre comme ça. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement normé pour Ok. pouvoir bénéficier d'appui. Donc, je peux pas vous répondre de façon générique. Donc, il faut vraiment que je vous réponde de façon extrêmement normée. Est-ce que, Marianne, tu peux donner Oui, mon email je à vous tous les mettrai en participants? relation comme oui, oui, ou sinon pour ceux qui ont des questions Hein. très précises, je vous mettrai en relation par mail. Ouais. Mm. Et en Ouais, ouais, parallèle, et je pourrais vous répondre évidemment. ouais. Et à titre de précision, ces implantations de couverts, je les fais avec du matériel bas carbone, puisque je le fais donc avec un appareil qui utilise des batteries, en l'occurrence un drone. Donc ça va dans le sens Oui, également. Donc je sais pas si félicitations. du coup, du coup, enfin Oui, voilà si, les. si- non, mais si. Est-ce que, voilà, la question, c'est est-ce qu'on pourrait vous accompagner là-dessus, etc. Ouais, mais Oui, ça, il oui. faut qu'on puisse échanger avec au climat sur ce sujet. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail et puis je reviens vers vous dès la semaine prochaine, en début de semaine, et avec un interlocuteur de climat pour pouvoir en discuter. D'accord, et bien entendu, merci. Je vous en prie. Ok, on avait une autre Est-ce qu'il y a des questions sur question. l'agrivoltaïsme? Ouais, pardon. Je sais pas. Alors, il y avait Morgane qui avait une question sur le programme e-trans, savoir s'il était réservé à la région Oui. Centre-Val de Loire ou s'il était plus largement au niveau national. Non, c'est un projet national. C'est un projet expérimental, hein, j'ai envie de dire expérimental. Il y a que, entre guillemets, 1 million d'euros sur ce programme qui sont fléchés. C'est-à-dire que si le programme fonctionne, évidemment, ça sera généralisé. Mais aujourd'hui, sur le programme qui va porter sur les 6 premiers mois de l'année, il n'y a que 1 million d'euros. Donc, on est, nous, très intéressés à trouver des projets pour pouvoir les présenter au programme et pour pouvoir les faire financer. Donc, si certains d'entre vous ont déjà en tête cette révolution, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein, de mobilité électrique dans l'agriculture, si c'est un projet sur lequel vous avez de l'appétence ou pour lequel vous avez envie de tester ce nouveau programme e-trans, pareil, envoyez-moi un mail, on en parle. Moi, je dois revoir John Deere et Vensis très rapidement pour voir avec eux quel projet on va sélectionner, ce qu'on va présenter au projet e-trans. Donc, je suis évidemment et au contraire très enthousiaste à pouvoir prendre et échanger avec ceux d'entre vous qui envisagent de passer en partie, hein, parce qu'on n'est pas encore à l'ère des moissonneuses-batteuses électriques, hein, mais en partie sur les tracteurs de ferme, de pouvoir passer à l'électrique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis assez, ouais, il y a pas de question ou d'interrogation sur l'agrivoltaïsme, parce que c'est un sujet qui est un sujet sur lequel on a énormément d'échanges depuis longtemps avec les chambres régionales, avec les agriculteurs, avec les chambres départementales d'agriculture. Est-ce que c'est un sujet d'abord pour vous? Est-ce que c'est un Ah, sujet sur lequel qui vous intéresse? Est-ce que vous avez des interrogations là-dessus? alors, je ne sais pas si ça va être sur le sujet. Il y a Jacques Lefort. Allez-y, activez votre micro. Je ne sais pas si ça va être sur Ah ce bah si, sujet-là Jacques en Lefort, particulier. Jacques Lefort, il est EDF, Jacques Merci. Lefort, c'est mon Ah, patron. ok, pardon. Merci de ta Justement, question, Jacques. Je sais qu'elle va être pertinente. merci Monsieur Dillard pour cette brillante intervention. Je t'en prie. Mais justement, j'avais une question sur les bonnes idées en termes de modèle économique. On parlait de l'agrivoltaïsme, mais voilà, admettons que je connaisse
un exploitant agricole et que j'aimerais justement pouvoir lui proposer un modèle économique pour arriver à rentabiliser son exploitation un petit peu différemment grâce à son potentiel d'électrification, quelles seraient les idées phares? Ouais, tu as raison de poser cette question, effectivement. L'agrivoltaïsme, ça ne veut rien dire. C'est quoi le mécanisme? Il est extrêmement simple. Je vais prendre l'exemple d'une exploitation bovine. Pareil. Vous avez, je ne sais pas, 25-30 hectares de prairies sur lesquelles pèsent les vaches. Euh, on va vous proposer, avec notre filiale, d'installer des panneaux solaires sur ce champ et entre contrepartie de l'installation de ces panneaux solaires et de l'exploitation de la centrale solaire, on va vous proposer un loyer annuel par hectare qui apportera je ne vais pas donner de chiffre précis du loyer possible, mais avec les exemples que j'ai vus déjà depuis longtemps, puisque ça fait des années que je travaille là-dessus, on peut dire que ça va être entre 3 000 4 000 euros par an par hectare qui viendront en plus, qui seront à partager entre le propriétaire des terres et l'exploitant. Alors quand c'est le même, c'est parfait, mais sinon, évidemment, l'exploitant verra une partie de ses revenus fléchés vers lui. C'est zéro investissement pour l'agriculteur et pour le propriétaire. Tout est investi par notre filiale qui va donc faire les études, installer les poteaux et ensuite s'occuper de revendre l'électricité auprès de la CRE ou auprès d'un industriel par le biais d'un PPA, une revente directe de l'énergie. Ce sont des projets qui sont longs. Entre le moment où on signe un bail avec le propriétaire et une convention avec l'exploitant et le moment où on va produire le premier électron, il faut compter entre 4 et 5 ans. Voilà. Mais après, vous avez un bail amphithéotique de 30 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, le propriétaire et l'exploitant vont recevoir, je sais pas, 40, 50 000 euros par an pour voilà, de loyer en fait perçu sur la location de ces terres agricoles. Donc c'est un modèle qui est très vertueux parce que il donne de la lisibilité financière pour l'exploitant et ça permet de financer des investissements, hein. Quand vous avez plusieurs dizaines de milliers d'euros par an qui tombent, bah, vous pouvez aller acheter des tracteurs électriques, par exemple. Mais c'est une suggestion. Je ne sais pas, Gilles, Voilà. vous Je ne sais avez pas si j'ai levé la main. répondu. Est-ce que c'est une question sur l'agrivoltaïsme également? Oui, l'agrivoltaïsme, je m'y intéresse depuis plusieurs années. Je suis toujours à la recherche d'une possibilité, sachant que je suis en grande culture et pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution pour que mes terrains soient éligibles pour avoir un projet qui pourrait être accepté et tenir la route. Eh ben, nous non plus. Mais On donc, n'a pas trouvé de solution. je suis ouvert à toute Ouais. idée qui me permettrait de faire ça. Oui, mais c'est simple. Ces 2 dernières années, j'ai proposé beaucoup de sujets, du miscanthus, mais aujourd'hui, avec les contraintes qu'on a, notamment de performance à l'hectare, performance financière à l'hectare, de préservation des terres, les doctrines des chambres aujourd'hui d'agriculture, et c'est bien normal, elles sont là pour défendre les terres, hein, mais ne permettent pas d'envisager des sujets qui seraient des sujets de panneaux mobiles sur des grandes cultures. Aujourd'hui, on n'a pas de solution rentable pour financer ce type de projet. Donc, c'est pour ça qu'on se recentre sur l'élevage au vin. Là, on avait un projet dans le 18 qui date de 2 ans déjà avec des agriculteurs, une famille. Des enfants ont repris l'exploitation. C'est de la grande culture. On avait un projet de miscanthus qui tenait la route. On avait vu la chambre parce qu'on voulait faire un système de chaudière biomasse pour les collectivités rurales autour de l'exploitation. Enfin, c'était vraiment assez sain et assez vertueux. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles contraintes des normes agrivoltaïques, le projet ne peut pas rentrer dans ces normes-là. Ça évoluera peut-être, on le souhaite, mais donc ce qu'on fait aujourd'hui avec ces agriculteurs, c'est qu'on les oriente vers, et c'est une vraie transformation, mais vers de l'élevage. C'est-à-dire mettre de l'élevage
ovins ou bovins sur une partie des terres les moins productives pour pouvoir bénéficier de ces revenus agrivoltaïques. Mais sur la grande culture aujourd'hui, je suis désolé, on n'a pas de solution. On a cherché, Bon. on n'a pas de solution qui soit valable. On pourra encore y réfléchir, hein, je suis à votre disposition pour le faire, mais ça, c'est très complexe. Oui, c'est ça. Il faudrait trouver une culture auquel les panneaux solaires bénéficient de façon évidente pour augmenter la production, les rendements, mais pour que Ouais, ça... voilà, c'est Ouais. ouais, exactement. Mais sauf que le miscanthus, il a besoin de rien, donc lui, ça apportait rien du tout. Donc voilà, il faudrait trouver. On avait pensé avec une exploitante dans le Loiret qui fait des pas des endives, mais des asperges, parce qu'il y a un besoin de lumière qui est assez faible, etc. Mais le problème, c'est que l'asperge, pour faire des très grandes surfaces, est-ce que le marché n'est pas forcément là? Il y a beaucoup de main-d'œuvre. Donc, on est vraiment à la recherche, hein. Moi, je suis ouvert à essayer de trouver des solutions, mais aujourd'hui, vraiment, on est contraint par les textes, hein. On pourra bien sûr échanger à nouveau, hein. Je suis vraiment à votre disposition. Je serais ravi de le faire, hein. Même avec notre filiale, hein. Ok, Enfin, bon. surtout avec notre filiale, qui est beaucoup plus sachant que moi. Bon, je note ce deuxième point dans les échanges que vous allez avoir en Oui, parallèle. oui, oui. Ouais. Tu me donneras bien les Oui, coordonnées, hein, que je puisse rappeler oui, oui, oui. rapidement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Il y en a une qui a été posée par l'INRAE sur la conversation. Est-ce que le positionnement d'EDF sur la décarbonation de l'agriculture s'applique uniquement en France? C'est déjà pas mal. Mais si la question, c'est oui, là, aujourd'hui, c'est en France qu'on est. Le programme à nous d'électrification, c'est un programme qui vise l'ensemble de l'Hexagone, mais que l'Hexagone. Enfin, ceci dit, on cherche à électrifier partout, puisqu'on exporte, vous avez vu, 80 TWh d'électricité. Donc, on est contributeur de l'électrification en Europe. On est un gros contributeur de l'électrification en Europe. Mais le programme tel que je vous l'ai présenté là, il concerne la France. Ok. Peut-être la personne de l'INRAE qui a posé la question avait peut-être une idée derrière, peut-être Complément? de se dire, Ouais, j'ai peut-être mal répondu, je sais pas. je ne sais pas si vous êtes toujours là et que vous vouliez peut-être préciser votre pensée. Vous pouvez activer votre micro si vous le Oui, j'ai activé souhaitez. mon micro, c'est parce que Parfait. voilà, je pensais à EDF et à toute la gestion de parc qui est développée par EDF à l'étranger. À la gestion des parcs, de photovoltaïques, Ouais, photovoltaïque, éolien, oui, oui, je c'est pensais ça? à ça. Oui, oui. Oui, on continue effectivement, mais le photovoltaïque, il y a des contraintes évidemment de réseau, voilà, d'injection dans les réseaux. C'est des projets complexes. Alors, c'est pas complexe techniquement. Je veux dire, un panneau solaire, c'est un panneau solaire, un onduleur, ça fonctionne. Les panneaux sont de plus en plus performants. Après, et les projets agrivoltaïques, par exemple, il faut qu'on s'assure qu'il y ait un poste source qui puisse injecter, parce que c'est des très fortes puissances en général. Quand vous avez 20 hectares de panneaux, ça commence à chiffrer, qu'il y ait un poste source qui puisse absorber l'électricité qui est produite. C'est des études environnementales d'une année. Enfin, bon, ce sont des projets qui sont administrativement complexes, d'un point de vue de réseau complexe, techniquement assez simple, mais voilà, c'est des projets sur lesquels il faut se poser, réfléchir, mais c'est des projets qu'on fait et qu'on va continuer à faire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si J'en vous ai avez pas d'autres vu dans la questions, conversation. s'il y a des questions qui sont Oui. rentrées, etc., n'hésitez pas, Marianne vous passera mon mail, Oui. et vous pouvez me les poser évidemment par mail, hein. Il y a Jacques, Jacques une qui avait une question, autre je crois. question. Oui, François-Xavier, tu as évoqué les postes Enedis, les postes qui permettent d'accepter l'électricité de ces toitures de ces panneaux photovoltaïques au sens large. Et comment est-ce qu'on peut anticiper la disponibilité de ces postes? Est-ce que justement, comment est-ce qu'on pourrait
donner des garanties que ces panneaux puissent délivrer leur électricité et être achetés par le réseau à tous les agriculteurs qui Alors souhaiteraient se lancer dans un tel projet. Aujourd'hui, on a un site qui s'appelle Capa Réseau qui nous permet de regarder quels sont les postes sources disponibles aux abords des exploitations ou des terrains qu'on a identifiés, de réserver des capacités, de voir si voilà. Mais il y a énormément de demandes. Il faudra qu'Enedis aussi fasse un tri sur ces demandes parce qu'il y a beaucoup de demandes qui sont de réservation qui sont sûrement mortes-nées. Donc, il y a un travail aussi à faire là-dessus, sur ces postes sources. Mais je dirais l'avantage de l'inconvénient de l'agrivoltaïsme ou des champs solaires, c'est que comme il faut 4 ou 5 ans pour développer le champ, ça permet aussi d'anticiper et d'augmenter la capacité des postes sources et d'accompagner la transformation d'Enedis qui peut nous dire de ce poste-là, aujourd'hui, il ne peut plus injecter rien du tout, mais on a prévu dans 3 ans d'augmenter sa capacité par 2. Et donc, comme nous, le projet, il sortira dans 4 ans ou 5 ans, on a de la lisibilité quand même, et tout, sur les différents possibilités de connexion, même si sur certains endroits du Loiret ou du Loiret, aujourd'hui, c'est assez saturé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Bon, je pense Merci. que... Ouais, merci Mer- infiniment. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir géré les choses. Je suis vraiment, vraiment à votre dispo. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer des questions par mail. Ouais. Je me ferai un plaisir d'y répondre, de vous appeler ou de venir vous voir sur vos exploitations ou voir dans les chambres. C'est mon métier, en fait. Voilà, c'est pour ça. Très ravi de le faire Merci avec vous. François-Xavier. Merci à Avant tous. de Merci de vous votre attention. Oui. Avant de vous libérer de ce webinaire, peut-être si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la décarbonation, j'avais 2 messages à vous faire passer. Le premier, c'est que le pôle essaye de monter un projet d'opération collective sur la décarbonation des entreprises des filières du végétal. C'est un appel à projet de l'ADEME où il y a une nouvelle relève au mois de mars. L'idée, c'est d'accompagner des entreprises industrielles ou non industrielles sur leur projet de décarbonation avec la méthodologie acte pas à pas, donc avec un accompagnement individuel par un bureau d'études qui sera financé par l'ADEME à hauteur de 60 à 80% selon la taille et le type d'entreprise. Et parallèlement à ce travail au sein de l'entreprise, le pôle mettrait en place une animation collective pour accompagner soit des groupes de travail par territoire ou par filière et de travailler sur les enjeux plus larges que le simple rayonnement de l'entreprise pour voir comment on peut aussi accélérer la décarbonation sur les filières ou les entreprises. Donc, les filières et les territoires, pardon. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de moi, soit de Victor Noël, qui est mon homologue en Pays de la Loire. On cherche 10 entreprises qui pourraient rejoindre ce projet pour le déposer sur la relève de mars. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en partenariat avec un autre pôle de compétitivité qui s'appelle Tenerdi sur tout ce qui est transition énergétique, on a lancé une enquête sur la décarbonation des usages dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Je vous invite à répondre à ce questionnaire qui est pas très très long, mais qui permet de faire remonter les enjeux de chacune des entreprises de ces secteurs d'activité-là, pour nous aussi mettre en place des actions pour mieux vous accompagner. Donc vous avez soit le lien vers un Google Form, soit en flashant le QR code, la possibilité de répondre au questionnaire. Donc il sera disponible dans les supports qu'on va vous envoyer. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à répondre à cette enquête-là. Et puis, comme vous savez, sur tous les autres sujets que vous pourriez avoir, que ce soit de la décarbonation ou les sujets d'innovation en lien avec le végétal, n'hésitez pas à vous rapprocher soit de votre référent Végépolis Vallée, soit si vous n'êtes pas adhérent, de vous rapprocher de moi pour qu'on puisse étudier vos projets d'innovation et de développement et mettre en place les différents services que le pôle propose.
Voilà un petit peu pour ça. Et voilà, on en a fini avec ce webinaire, on finit avec quelques minutes d'avance. Merci beaucoup François-Xavier pour ton intervention. Et puis effectivement, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les faire passer ou à les envoyer au pôle et on les fera suivre à François-Xavier et on vous mettra en relation directement avec lui. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fête si on ne s'est pas d'ici là. Bonne fête de fin d'année. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.